Bienvenue à nouveau sur Movie Recaps. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction dramatique de 2016 intitulé Premier Contact. Attention, spoilers à venir. Soyez prudents et prenez soin de vous. Alors qu'une magnifique vue depuis une maison au bord d'un lac apparaît, une voix féminine narre, se lamentant sur la mémoire et le temps. La même femme, appelée Louise, câline son nouveau-né. Puis elle joue au cow-boy avec l'enfant, qui a maintenant quelques années de plus. Elle borde sa fille dans son lit en lui disant qu'elle l'aime, et, l'instant d'après, l'adolescente lui dit qu'elle la déteste. Toutes deux sont chez le médecin, et Louise reçoit une terrible nouvelle concernant son enfant. La fille meurt d'un cancer. Louise entre dans un bâtiment, continuant de narrer sur la simplicité du temps linéaire, notant que certains jours définissent l'histoire plus vaste, comme le jour où les extraterrestres sont arrivés. Tout le monde dans le bâtiment se regroupe autour d'un écran, mais elle passe à côté d'eux. Elle entre dans sa salle de classe presque vide et commence le cours. Immédiatement, les téléphones se mettent à vibrer et à sonner jusqu'à ce qu'un de ses étudiants lui demande de mettre les informations. Les informations rapportent qu'un objet mystérieux a atterri dans le Montana, ainsi que dans au moins 8 autres pays à travers le monde. Des alarmes se mettent à retentir dans la salle de classe et Louise met fin au cours. Louise continue d'écouter les informations dans sa voiture. On spécule que les 12 objets sont d'origine extraterrestre. Elle arrive chez elle, au bord du lac, et parle à sa mère au téléphone à propos des informations. Sa mère s'inquiète pour elle. Louise continue de regarder les informations. Les objets sont visibles à la télévision, répartis à travers le monde sans lien évident entre les endroits où ils ont atterri. Les agences gouvernementales annoncent qu'elles disposent de protocoles pour de tels scénarios, mais Louise semble impassible face à la situation, et s'endort devant la télévision. 2 jours plus tard, Louise revient dans une université vide, alors elle continue de regarder les informations depuis son bureau. Alors qu'elle écoute les reportages sur la réaction du monde face aux vaisseaux extraterrestres, un homme entre dans son bureau et se présente comme un colonel de l'armée. Compte tenu de son expérience passée avec le renseignement militaire et de ses précédentes traductions, ainsi que de son habilitation de sécurité en cours, il lui demande de traduire à nouveau quelque chose pour eux et pose un enregistreur sur le bureau. L'enregistrement est celui d'une équipe humaine essayant de communiquer avec les extraterrestres. Elle est choquée et confuse, mais le colonel insiste avec des questions auxquelles elle ne peut pas répondre à partir d'un simple fichier audio. Il se fâche et lui dit qu'il ne peut pas l'emmener dans le Montana. C'est soit traduire à partir du fichier, soit rien du tout. Lorsqu'elle choisit de ne rien faire, il quitte son bureau. Mais cette nuit-là, Louise est réveillée par le bruit d'hélicoptères arrivant chez elle. Le colonel est à sa porte, lui disant de faire ses valises. Ils partent en hélicoptère au milieu de la nuit. À l'intérieur, elle rencontre la personne avec qui elle va travailler, Yann, un physicien théoricien. Il cite certains de ses écrits sur la linguistique et commente que la pierre angulaire de la civilisation n'est pas la langue, mais la science. Au lever du jour, l'hélicoptère s'approche du Montana. Louise regarde par les fenêtres et aperçoit le gigantesque ovni au loin. Une fois arrivée au camp militaire, elle et Yann doivent suivre certains protocoles. En route vers l'infirmerie, leurs téléphones leur sont confisqués et on leur remet des badges spéciaux. Le médecin effectue quelques tests et leur administre un rappel de vaccin. Après cela, ils sont conduits dans la partie principale du camp, où des liens ont été établis avec les 12 autres pays. Le représentant de l'Australie explique une sorte de situation concernant la gravité et la circulation de l'air dans le vaisseau, précisant qu'ils ne disposent que de 2 heures d'oxygène une fois à l'intérieur. Le colonel arrive et les conduit à leur poste, les présente à leurs équipes et explique les priorités de la mission. Immédiatement après, ils enfilent des combinaisons de protection et se préparent à entrer dans le vaisseau. Alors qu'ils s'en approchent, Louise semble nauséeuse tandis qu'Yann est enthousiaste. Les véhicules de l'armée s'approchent du vaisseau qui paraît immense vu d'en bas. Yann, Louise, le colonel et quelques autres sont emmenés à l'intérieur du vaisseau grâce à un ascenseur. Ils entrent par une ouverture à la base alors qu'ils perdent progressivement le signal radio. La gravité est complètement différente à l'intérieur du vaisseau, et alors qu'ils commencent à monter, Louise commence à se sentir mal, alors le colonel la pousse à l'intérieur. Yann prend un moment pour s'habituer lui aussi à la gravité. L'équipe s'avance vers l'ouverture de la fenêtre pour commencer la communication. Soudain, les extraterrestres arrivent à la fenêtre dans une sorte de nuée, ressemblant à de la fumée. Des sons étranges se font entendre de l'autre côté alors qu'ils apparaissent. Louise a peur en voyant les créatures géantes heptapodes. Mais le colonel s'attend à ce qu'elle commence à traduire ce qui ressemble à du bruit venant de l'autre côté. L'équipe retourne à la base, et Louise demande si elle est renvoyée, tandis qu'Yann vomit de l'autre côté. Le colonel l'informe qu'elle n'a que quelques heures pour trouver une solution avant qu'ils ne retournent à l'intérieur.
Quelques soldats regardent les informations, qui rapportent que la panique dans le monde a atteint un nouveau niveau. Pendant ce temps, l'agent Halpern parle de nouveau à l'équipe australienne, leur disant qu'ils n'ont toujours rien. Louise et son équipe retournent à l'intérieur, et cette fois, elle a emporté un tableau blanc avec elle. Elle écrit le mot « humain » et s'approche des créatures, espérant que la communication serait plus facile par écrit. Soudain, les créatures disparaissent, puis réapparaissent et commencent à écrire à leur tour dans leur propre langue. Elles lui montrent un symbole, puis quelques autres également. De retour au camp, le colonel se demande si sa nouvelle approche sera assez rapide, et elle le convainc en inventant une histoire sur les aborigènes. À cela, il lui rappelle ce qui leur est arrivé lorsque les Européens ont colonisé le continent. Il lui dit aussi d'avoir une liste de vocabulaire avant la prochaine mission. Louise se rend dans la principale zone de communication de la base, où Ian discute avec un collègue. L'agent Halpern lui dit que la Chine a adopté une approche complètement différente envers les extraterrestres par rapport à la leur. Le colonel la rejoint et elle lui remet sa liste. Il n'est pas impressionné par la liste simpliste, alors elle lui explique en écrivant sur le tableau la question la plus importante à laquelle il a besoin d'une réponse. Louise décompose la question et explique ce qu'elle doit en comprendre afin qu'il puisse saisir la réponse des extraterrestres. L'alarme retentit et il lui dit de s'en tenir à sa liste et de ne rien ajouter. Une fois à l'intérieur, elle écrit son nom et les extraterrestres répondent avec le premier symbole, juste légèrement modifié. Louise enlève sa combinaison, disant qu'ils ont besoin de la voir. Les soldats paniquent, mais la laissent faire. Alors qu'elle s'approche de la vitre, les extraterrestres font de même. Elle touche la vitre et l'extraterrestre fait de même. Alors elle leur montre à nouveau son nom et l'un d'eux lui donne un nouveau symbole. Louise pense qu'elle progresse, alors Ian enlève aussi sa combinaison et se présente. En retour, les extraterrestres leur donnent 2 autres symboles que Louise pense être leurs noms. L'équipe revient au camp de base et elle commence à se sentir mal, se souvenant soudainement de quelque chose à propos de l'enfant. De retour à l'infirmerie, le médecin est contrarié qu'elle prenne des risques en retirant sa combinaison. Le colonel et l'agent Halpern sont prêts à prendre ce risque, compte tenu de ses progrès. Pendant ce temps, le capitaine Marks parle à sa femme, craignant qu'il ne lui arrive quelque chose. Louise travaille sur sa traduction lorsqu'elle commence à se souvenir de l'enfant à nouveau, mais elle semble confuse. Quelques mois après le début de la communication avec les extraterrestres, voici ce que Louise, Ian et les autres experts ont appris. Les vaisseaux extraterrestres n'émettent aucun déchet, gaz, radiation, son ou lumière. Si les vaisseaux communiquent entre eux, cela est indétectable pour les humains. Les experts ne savent toujours pas pourquoi les heptapodes ont atterri là où ils l'ont fait. Louise est la seule à faire des progrès. Elle découvre qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que les extraterrestres disent et ce qu'ils écrivent. Cela rend leur écriture indépendante du temps, sans direction vers l'avant ou l'arrière. Il faut 1 mois à Louise pour formuler une réponse à une simple phrase écrite par les extraterrestres, donc parvenir à la question complexe sur la raison de leur présence sur Terre prendrait encore plus de temps. Pendant ce temps, le monde devient fou. Les informations rapportent des émeutes violentes et des manifestations massives, alors qu'une photo des extraterrestres ayant fuité devient virale. Le capitaine Marks et un autre soldat commencent à écouter des théoriciens du complot en ligne et semblent avoir commencé à y croire. Louise travaille sur la traduction des symboles lorsqu'elle commence à se souvenir de l'enfant à nouveau. La fillette lui montre des dessins qu'elle a faits et elle parle du divorce de Louise. Ian lui demande si elle va bien, mais elle n'arrive pas à expliquer ce qui ne va pas. Le colonel entre et lui demande quand elle a vu le médecin pour la dernière fois. Louise sort et se souvient de moments entremêlés dans le temps avec l'enfant, depuis l'époque où elle était petite jusqu'au moment où elle est tombée malade. De retour à la base, elle parle à nouveau avec Ian. Il a lu une théorie selon laquelle apprendre une autre langue change la façon de penser. Il se demande si elle rêve dans leur langue. Elle a peur qu'Ian pense qu'elle n'est pas apte à faire ce travail, car elle hallucine un heptapode debout à côté d'elle dans la pièce. Elle se réveille le lendemain et le colonel est à la porte. Il lui demande de traduire une retransmission en direct du général Chang parlant au téléphone. Chang dit que chacun des 12 offre une technologie avancée et que son équipe scientifique déchiffre les ensembles. Le colonel dit à Louise que la Chine et la Russie mobilisent leurs forces, prêtes à déclencher quelque chose. Il lui dit donc qu'il est temps de poser la grande question aux extraterrestres. Louise, Ian et l'équipe sont de retour dans le vaisseau. Elle essaie de poser la question et de formuler un symbole. L'extraterrestre répond. Tout le monde attend sa traduction, qui s'avère être « offrir une arme ». Louise et Ian défendent les extraterrestres au camp, disant qu'ils ne comprennent pas encore totalement la différence entre une arme et un outil. Le colonel veut savoir comment il peut comprendre leurs intentions, et elle dit qu'elle doit leur parler à nouveau.
L'agent Halpern rejoint Ian et Louise après le départ de l'armée, disant qu'il pense que les extraterrestres montent les humains les uns contre les autres et que l'histoire regorge de tels exemples. Louise et Ian se retrouvent seuls dans la pièce lorsqu'une alarme retentit soudainement. Ils se rendent dans la salle principale des communications, où l'agent Halpern annonce que la Chine et la Russie ne donnent plus signe de vie, et qu'il a reçu l'ordre d'en faire autant. Louise ne veut pas que la communication s'arrête, alors il lui dit de découvrir ce que signifie le dernier symbole. Tous les autres pays coupent également la communication. Pendant ce temps, les informations rapportent que le général Chang a demandé des discussions immédiates à l'ONU, pensant que les extraterrestres essaient de diviser l'humanité et qu'il faut agir à ce sujet. Le capitaine Marks et un autre soldat se préparent à entrer dans le vaisseau, emportant un colis avec eux. Ils ne répondent pas à la radio, car on leur ordonne de s'arrêter. Une fois à l'intérieur, on découvre que le colis est une bombe à retardement. Les heptapodes remarquent qu'il se passe quelque chose. Alors que Marks et son équipe s'en vont, Louise et Ian montent dans l'ascenseur pour entrer dans le vaisseau. Il essaie de les arrêter, mais n'y parvient pas. Tous deux entrent et commencent immédiatement la communication. Le colonel est informé que Marks ne répond pas et ordonne d'envoyer la sécurité au vaisseau. Louise et Ian essaient de demander aux extraterrestres ce que signifie « offrir une arme », et ils reçoivent un symbole en retour. Mais alors qu'il se dissipe, l'un des extraterrestres commence à taper sur la vitre. Pendant ce temps, la sécurité s'approche du vaisseau et Marks et les autres préparent leurs armes pour les retenir. L'extraterrestre pose sa tentacule sur la barrière et Louise pense qu'il veut qu'elle écrive dessus. Au moment où elle touche la barrière, des visions de l'enfant envahissent à nouveau son esprit. L'extraterrestre lui apprend à écrire dans leur langue. La bombe est sur le point d'exploser et l'un des extraterrestres s'échappe tandis que l'autre continue d'écrire. Ils entendent des coups de feu à l'extérieur du vaisseau. Alors que la bombe passe sous les 10 secondes, l'extraterrestre frappe la barrière, repoussant Louise et Ian. La bombe explose, mais l'extraterrestre les a sauvés en les poussant dans une autre partie du vaisseau et en fermant une trappe entre eux et la bombe. Louise se réveille dans le camp avec une commotion cérébrale. Ian va bien aussi. Le médecin lui raconte ce qui s'est passé. Elle entend des alarmes dehors, et il lui dit qu'ils se préparent à évacuer. Ian et le colonel regardent les images de la dernière session dans le vaisseau lorsqu'elle entre et dit qu'ils ne devraient pas partir. Elle pense qu'ils devraient expliquer aux extraterrestres ce qui s'est passé et que tant que les extraterrestres restent, ils devraient rester aussi. Soudain, un bruit étrange se fait entendre de l'extérieur. Tout le monde sort et voit le vaisseau se déplacer vers une autre position, mais sans partir pour autant. On voit l'agent Halpern parler à son supérieur, qui lui dit que la Chine est prête à détruire son ovni et qu'ils doivent se préparer à une riposte des extraterrestres. On peut voir la même chose aux informations, avec un reportage indiquant que Cheng a donné aux extraterrestres 24 heures pour quitter le pays ou faire face à la destruction. On pense que d'autres pays suivent l'exemple de la Chine. Louise et Ian passent en revue les enregistrements de la dernière session. Elle a une autre vision de sa fille, qui lui pose une question sur un terme technique qu'elle n'arrive pas à se rappeler, puis elle se réveille à nouveau sur la base. Ian a fait une avancée avec les données. Son interprétation est que les données ne montrent qu'une seule des 12 parties. Tous deux présentent l'information lors d'une réunion avec le colonel et l'agent du FBI, expliquant que les 12 pays doivent collaborer pour obtenir une vision d'ensemble. Halpern n'est pas d'accord, affirmant que les Russes ont tué leurs meilleurs scientifiques dont les derniers mots comprenaient la phrase « beaucoup deviennent un ». Louise pense que cela signifie la même chose que ce qu'ils ont appris, et Ian dit qu'ils devraient partager leurs données en premier, pour que les autres suivent, dans un jeu à somme non nulle. Dans une autre vision, Louise se souvient que le terme que sa fille avait demandé était le même. Elle a soudain une sorte de révélation à propos des extraterrestres et quitte brusquement la pièce. Ian la suit et voit que le vaisseau a envoyé une navette pour venir la chercher depuis le sol. Louise entre à l'intérieur, et alors que la navette commence à la ramener vers le vaisseau, elle se remplit d'une sorte de gaz. Soudain, elle se retrouve à l'intérieur du vaisseau, de l'autre côté de la vitre. L'un des extraterrestres s'approche d'elle, et ils commencent à communiquer facilement, lorsqu'elle demande où est l'autre. Il lui dit que l'autre est en train de mourir. Elle lui dit qu'elle est désolée et qu'elle a besoin qu'il envoie un message aux 12 autres sites. Il ne répond que par « utiliser l'arme ». Mais elle ne comprend pas ce que cela signifie et demande à nouveau quelle est leur raison d'être ici. L'extraterrestre lui dit que dans 3000 ans, ils auront besoin de l'aide de l'humanité, alors ils sont ici pour nous aider maintenant. À sa question sur la façon dont ils connaissent le futur, des images de sa fille apparaissent à nouveau dans son esprit. Elle ne comprend toujours pas, et l'extraterrestre lui montre davantage la vision, qui est en réalité son avenir. Avant de partir, l'extraterrestre dit « L'arme ouvre le temps ». Le vaisseau ramène Louise au sol, puis elle change à nouveau de position.
Elle est rejointe par Yan et le colonel, qui lui annoncent que d'autres pays font la même chose que la Chine et qu'ils évacuent le camp. Elle continue d'avoir des visions de sa fille dans le futur, qui lui demande encore une fois qui est son père. Louise lui dit qu'elle a révélé à son père quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre, à propos d'un événement à venir lié à une maladie incurable. Son père pensait que Louise avait fait le mauvais choix. Tous les vaisseaux du monde entier commencent à bouger, tandis que les armées des différents pays se préparent à les affronter. Louise continue d'alterner entre le présent, dans le camp, et le futur avec sa fille. Dans le futur, elle ouvre le livre qu'elle a écrit, et dans le présent, elle examine les données provenant des extraterrestres. Le livre porte sur la langue des extraterrestres. Elle a des visions d'elle-même en train de l'enseigner dans le futur et s'en souvient dans le présent. Soudain, elle se rend compte qu'elle peut lire les données. Elle comprend ce qu'est l'arme, et elle dit au colonel qu'il s'agit en réalité d'un cadeau. La langue des extraterrestres est un cadeau. Elle explique que lorsque l'on apprend vraiment la langue, on commence à penser comme eux, dans un temps non linéaire. Le colonel ne veut pas l'écouter. Elle a une autre vision de ce qui se passera dans 18 mois. Louise se trouve à une célébration internationale et est abordée par le général Chang. La seule raison de sa présence est de la rencontrer en personne. Elle a accompli quelque chose d'incroyable en le contactant sur son numéro privé et en lui faisant changer d'avis sur quelque chose. Louise dit qu'elle ne connaît pas son numéro privé, alors il le lui montre et dit « Maintenant vous le savez ». Elle s'en souvient dans le présent et court appeler le général. Pendant ce temps, l'agent Halpern apprend que quelqu'un appelle la Chine depuis le camp avec son propre téléphone. Il envoie ses hommes pour trouver la personne qui l'utilise. Louise attend que l'appel soit établi et se demande quoi dire. Dans le futur, Cheng lui dit ce qu'elle lui a dit, et elle le répète au téléphone dans le présent, tout en fuyant les hommes de Halpern. Ils l'encerclent tous alors qu'elle essaie de raisonner le général. Yan la protège pendant qu'elle termine sa conversation, disant qu'elle a réussi. Plus tard, dans le présent, les informations rapportent une conférence de presse d'urgence tenue par le général Chang, annonçant que la Chine se retire et commencera à partager toutes ces informations avec les 12 autres. Les vaisseaux extraterrestres du monde entier commencent à quitter l'atmosphère. Après le départ des extraterrestres de la Terre, l'histoire de sa fille commence véritablement. Yan et Louise deviennent un couple et ils ont Hannah ensemble. Louise reste avec l'idée de la vie et de la mort précoce de Hannah. Tous les éléments qu'elle avait vus concernant le futur s'assemblent. Elle décide malgré tout d'avoir l'enfant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.